Bonsoir à tous. Donc nous sommes ici avec Quentin pour vous présenter la fouille archéologique que nous avons fait en 2020, entre février et l'été 2020. Je vais mettre la première diapositive. Juste pour introduction, pour faire un petit rappel, puisque tout le monde n'est peut-être pas au courant du contexte en fait, dans lequel s'est faite cette fouille. On est dans le cadre de l'archéologie préventive, qui se fait donc en préalable de différents aménagements du territoire. Donc ici, c'était pour la construction du lotissement des terrasses de Sèvres. Donc là, je ne sais pas si c'est très visible, c'est peut-être pas très visible, mais c'est juste pour faire un petit rappel en fait que quand un aménageur veut aménager ici donc le lotissement, il doit faire une demande évidemment. L'État en fait va étudier le dossier. Et je vous épargne les détails que moi-même je ne connais pas très bien, mais soit il y a une autorisation de construction directement, donc auquel cas, voilà, hop, il n'y a pas d'archéologie, soit l'État prescrit un diagnostic archéologique. Donc ça, c'est la première étape, c'est fait par un opérateur public. Donc opérateur public en France, il y a l'INRAP, l'Institut national d'archéologie préventive, qui est le plus gros opérateur archéologique en France, ou un service de collectivité, s'il en existe un. Par exemple, en Loire-Atlantique, il y a le service départemental, dans certaines villes également, ou un service, des services municipaux d'archéologie. Donc, pour les terrasses de Sèvres, c'est l'INRAP qui a procédé à un diagnostic. Là, vous avez une photo à côté. Un diagnostic consiste, avec une pelle mécanique, à faire des tranchées de la largeur d'un godet. On sonde ainsi environ 10% du terrain. Ce diagnostic a plusieurs vocations. D'une part, à vérifier à voir s'il y a des vestiges archéologiques, d'une part, puisque parfois il y a rien. Ensuite, en fonction de la nature de ces vestiges, l'État, je crois que c'est la prochaine diapositive, vous ne voyez pas très bien. Donc l'opérateur archéologique qui a fait le diagnostic rend un rapport. Et l'État va décider sur la base de ce rapport si il va avoir une fouille archéologique plus extensive. Cette décision, elle dépend donc de ce rapport qui, soit les vestiges en fait ne sont pas, très pertinents, n'apportent rien, on va dire, à la recherche scientifique. On en reste là, le rapport est dit négatif et l'aménagement se poursuit normalement. Soit, comme je vous l'ai dit, l'État juge que les vestiges sont intéressants et méritent un décapage plus extensif de la zone. Là, ça a été le cas. Lorsque la prescription de fouille archéologique est faite par l'État, là, c'est l'aménageur qui va choisir avec qui il veut travailler pour faire la fouille. Donc, ça peut être les opérateurs publics, comme je vous l'ai dit, l'INRAP ou les services de collectivité, ou les opérateurs privés dont nous sommes partis. Nous faisons partie de la société EVA, qui est un bureau d'études présent sur toute la France. Et en France, il y a quelques entreprises privées. Dans la région, il y a aussi Archéodonome aussi qui travaille beaucoup. Donc voilà, donc là, il y a une mise en concurrence. Et pour le palais, donc c'est nous qui avons eu la fouille. Alors là, une petite capture écran qui vous montre justement, là c'est Google qui est passé par-dessus le chantier lorsque nous étions là. Hop. Donc vous voyez entouré de rouge la fouille lorsqu'elle était en train d'être décapée. Là je pense qu'on n'avait pas fini tout à fait, je ne sais plus. Ouais, c'est le premier décapage. Non, et peut-être... pour parler un petit peu de méthodologie, donc les vestiges archéologiques vont se trouver sous la terre végétale. La terre végétale, donc c'est la terre brune qui fait environ 40 à 50 cm d'épaisseur. On enlève à l'aide d'une pelle mécanique tout ce couvert végétal, puisque là-dedans on ne va rien retrouver au niveau des vestiges archéologiques, puisque ça a été complètement détruit par notamment les activités agricoles au cours des différents siècles. Donc on est obligé d'enlever ce couvert végétal et on va laisser apparaître le terrain nu. Et sur ce terrain-là, on va voir des anomalies qui se distinguent par des couleurs différentes. Non, je crois on verra des exemples après, qui vont traduire donc des vestiges archéologiques.
Ah oui, voilà, un petit zoom. Bon, c'est pas très clair, mais les flèches ici présentent quelques structures. Là, on voit pas très bien. Les flèches en mauve, en fait, présentent l'occupation gauloise. Vous aurez le plan plus tard. Et les flèches rouges présentent l'occupation néolithique. À partir de là, il y a une première phase dans la fouille où l'équipe de fouille manuellement va tester les structures. Donc ça veut dire creuser souvent par moitié afin de faire des photographies de ce qu'on va retrouver, faire des relevés. Tout est évidemment aussi topographié pour pouvoir restituer un plan précis en altimétrie et en coordonnées XY. Donc tout ça, c'est une première phase de travail assez minutieux. Et plus vers la fin du chantier, on va faire revenir une pelle mécanique afin de creuser les structures un petit peu plus profondes et accessoirement de nous éviter un trop grand mal de dos. Du coup, on va là faire des sections à l'aide de la pelle mécanique dans les fossés notamment pour avoir des coupes, des vestiges et récupérer aussi le mobilier archéologique qu'on va retrouver dans les comblements de ces structures qui évidemment se sont comblées au cours des siècles de sédiments. Après, alors ici vous avez une petite cartographie aussi qui présente en grisé donc l'emprise de la fouille et qui présente également de manière schématique, enfin schématique, pas schématique, mais les deux occupations. Alors on voit pas très bien en jaune, je pense que vous voyez pas très bien, là peut-être c'est trop lumineux. En jaune, il y a un carré qui représente l'enclos gaulois et en rouge, qu'on voit un petit peu mieux, c'est l'enceinte de l'époque néolithique. Donc vous voyez, nous on avait une partie de l'enceinte néolithique et on a restitué en pointillé ce qui devait être le reste de l'enceinte, qui correspond vraiment à la topographie du terrain, mais ça tu l'expliqueras un petit peu plus tard. Donc voilà, donc un tout petit rappel aussi sur l'année où nous avons fait cette fouille, puisque nous l'avons débutée en fin février 2020. On a décapé la terre avec les engins mécaniques pendant environ 3 semaines, et si vous vous souvenez bien, en mi-mars 2020, il y a eu un petit événement qui nous a tous touchés au niveau national, il y a eu le premier confinement. Donc nous avons dû arrêter la fouille, et nous n'avons pu reprendre la fouille que en juillet, je sais plus. Ce qui a posé un petit souci, c'est que la végétation a commencé à repousser sur ce qu'on avait décapé. Du coup, lorsque nous sommes revenus, voilà, on a eu un petit souci à retrouver un petit peu toutes les structures qu'on avait pu voir. Et à cause de ça aussi, on n'a pas pu faire de photos aériennes comme on fait d'habitude. Puisque là, voilà, on ne voyait plus les vestiges, c'était recouvert en partie par la végétation. Donc voilà. Alors, je me permets de reprendre la suite, du coup, sur la période néolithique. Alors, j'ai profité aussi de l'occasion pour faire on va dire une petite introduction à la période de manière générale, parce que c'est une période qui est assez peu connue. Tout le monde connaît le Moyen-Âge, tout le monde connaît l'Antiquité. Quand on commence à s'enfoncer un petit peu dans la préhistoire, je sais que c'est de manière générale un peu flou des fois. Alors ça dépend beaucoup du public, il y a des gens qui ont des connaissances vraiment très diverses. Pour ce qui est du néolithique, alors mot à mot, néolithique, ça veut dire la nouvelle pierre, donc néo, nouveau, et lithique vient de lithos, qui veut dire la pierre en grec. C'est une période qui était au début du 19e siècle intégrée dans ce qu'on appelait plutôt l'âge de la pierre. Et ça vient en fait des travaux d'un archéologue danois qui s'appelle Jørgensen Thomsen, qui a été un des premiers à formaliser une théorie qu'on utilise encore aujourd'hui beaucoup, la théorie des 3 âges, donc l'âge de la pierre, l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Alors il a créé cette théorie tout simplement en triant les objets dans le musée qui deviendra le musée national du Danemark. Il a remarqué que les objets en fer évoquaient encore les objets en usage aujourd'hui, donc ils étaient plus récents a priori, que les objets en pierre étaient vraisemblablement les plus anciens et par voie de conséquence, les objets en bronze devaient s'intercaler à peu près entre les 2 premiers. Donc ce modèle, il a été confirmé par la suite. Il y a eu toute une série de fouilles archéologiques au 19e puis au 20e siècle qui ont permis de démontrer effectivement que on avait des changements assez progressifs dans les manières de fabriquer les objets. Il y a eu des progrès, des découvertes aussi d'un point de vue technologique.
Et donc ce modèle a été entériné, voilà. Donc l'âge de la pierre, aujourd'hui, on a un peu abandonné le terme, on parle de préhistoire. Et la préhistoire, plus particulièrement, elle est découpée en fait en deux étapes. Alors il y a d'une part le paléolithique, donc ça c'est la préhistoire ancienne. Donc si je vous parle de Lucie, si je vous parle des grottes ornées comme Lascaux ou Cosquer, je pense que ça doit vous, voilà, vous évoquer peut-être des souvenirs. On n'a pas de vestiges de cette période sur le site. Par contre, la deuxième étape de la préhistoire, qu'on appelle le néolithique, elle est très bien documentée sur le site du Palais. C'est une période vraiment charnière dans l'histoire de l'humanité. Elle se différencie du paléolithique notamment, donc, comme son nom l'indique, par la nouvelle pierre, qui est en fait la pierre polie. Le polissage de la pierre, si vous voulez, ça marque un tournant à l'époque. C'est ce qui permet aux archéologues au XIXe siècle de dire qu'ils sont sur vraiment une période plus récente que le paléolithique. Mais finalement, en prenant un petit peu de recul, on s'aperçoit que cette découverte, si vous voulez, cette nouvelle méthode de travailler la pierre n'est pas le changement le plus significatif qui apparaît, puisque à peu près à la même période, on a tout un ensemble de découvertes. Notamment, on peut citer l'élevage des animaux. Alors en dehors du loup qui a été domestiqué au paléolithique et qui deviendra le chien, on a aussi l'agriculture, donc la culture des céréales. On a aussi l'apparition des premières céramiques, du tissage. On note aussi le déboisement, le défrichement, voilà, donc permis justement par l'usage des haches. Et puis, on peut ajouter aussi, par exemple, l'irrigation, la construction de bâtiments d'habitation, donc de maisons à proprement parler, mais de bâtiments en dur, voilà, construits en pierre, en bois, avec du torchis. Et puis, on peut ajouter évidemment des processus de sédentarisation à des degrés assez variables. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au paléolithique, on est plutôt sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc des gens nomades, dans la majorité des cas, et qu'au néolithique, on va progressivement passer vers des sociétés de sédentaires. Alors, plus ou moins sédentaires, il y a des gens qui vont être pasteurs, par exemple, qui vont élever des chèvres dans la montagne, donc évidemment, ils vont toujours bouger, mais pas dans les mêmes proportions que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Donc le néolithique, c'est un grand changement. On a parlé à une époque de révolution néolithique, en parallèle de la révolution industrielle du 19e siècle, pour imager le propos, pour bien signifier que c'était quand même une période où il se passait énormément de choses nouvelles assez rapidement. Alors je dis assez rapidement évidemment, parce que nous on est habitué à vivre dans des sociétés où tous les ans on fait des nouvelles découvertes. Évidemment, le rythme de l'innovation n'était pas le même à la fin de la préhistoire. Mais globalement, voilà, alors je vais avancer un petit peu. On a toute une série d'innovations, voilà, donc les premières traces d'agriculture vers le 8e millénaire avant notre ère au Proche-Orient. Et puis ensuite une diffusion de toutes ces techniques, probablement par des colons, en fait, les premiers agriculteurs qui vont s'installer dans de nouveaux terroirs, donc tout autour du Proche-Orient, notamment en Turquie actuelle. Et puis ensuite, ils vont passer en Europe, tout simplement. Et donc, siècle après siècle, ils vont aller s'installer sur de nouveaux terrains, de nouveaux terroirs, pour finir par arriver en France. Sur le concept de révolution néolithique, comme vous pouvez le voir, on arrive en fait, les premiers agriculteurs en tout cas, arrivent en Grèce à peu près vers 6500 avant Jésus-Christ. Et à partir de là, l'agriculture va se diffuser en Europe par deux chemins principalement. On a un chemin vers le sud, en fait en longeant une partie des côtes de la Grèce, de l'Italie, puis de la France, qu'on a appelé le courant cardial. Alors c'est un nom qui vient en fait d'un coquillage, le cardium, qui est utilisé pour décorer les céramiques de ces populations. Donc c'est assez caractéristique ce décor avec coquillage. Et ce courant cardial, voilà, va se développer jusque dans la péninsule ibérique. Et on a un deuxième courant de diffusion de l'agriculture qui va être continental et qu'on appelait le courant danubien, tout simplement parce que ces agriculteurs vont emprunter un autre chemin, ils vont remonter le cours du Danube. Alors, le Danube c'est le plus grand fleuve d'Europe et c'est aussi un fleuve avec des rives qui sont très fertiles. Il faut bien imaginer que pour les premiers agriculteurs, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisqu'ils n'ont pas notre technologie actuelle. Ils font de l'agriculture certes, mais avec des moyens qui sont beaucoup plus limités que les nôtres. Donc avoir des terres fertiles, c'est effectivement une question de survie à cette période. Et il faut aussi signaler qu'ils arrivent dans une Europe où il y a des populations qui sont celles du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs,
mais qui sont aussi beaucoup moins nombreuses en fait. La densité de population paléolithique est extrêmement faible, alors que l'agriculture, d'un autre côté, c'est une économie d'échelle, si vous voulez. Plus vous avez d'enfants, plus vous avez de bras pour les champs, plus vous allez récolter, plus vous allez nourrir de bouches, et puis ainsi de suite, ça continue comme ça. Donc ces agriculteurs, voilà, ils vont progresser vers le sud et puis vers le nord, et ils vont arriver en France, alors du côté de Nice, vers 5800 avant Jésus-Christ, du côté de Strasbourg, on est plutôt vers 5500 à peu près. Et pour ce qui est de l'ouest de la France, on peut considérer qu'ils sont arrivés du côté de Brest vers 5000 avant Jésus-Christ. Donc le repère chronologique qu'on pourrait utiliser pour le début du néolithique chez nous, c'est autour de 5000 avant Jésus-Christ à peu près. C'est là qu'on va avoir les premières sociétés d'agriculteurs, vraiment. Un peu plus concrètement, cette période, dans l'ouest de la France, on la connaît bien quand même, puisque on a beaucoup de sites archéologiques qui sont inventoriés déjà, les plus connus étant évidemment ce qu'on appelle les menhirs, les dolmens. Voilà, donc des monuments étudiés déjà depuis le 18e, 19e siècle. Hein. Il y en a plusieurs milliers en Bretagne notamment. Dans le centre-ouest, il y en a aussi énormément, hein, dans l'ancienne région Poitou-Charentes, mais aussi en Pays de la Loire. Et paradoxalement, ça ne représente en fait qu'une partie de la vie de ces sociétés, c'est-à-dire que on considère que ces monuments ont principalement des fonctions funéraires ou des fonctions rituelles. Hein. C'est en lien avec le monde des morts, si on veut dire ça de manière triviale. Donc les dolmens, on considère que c'est plutôt des tombes, même si ça n'écarte pas l'idée que ça puisse aussi être des lieux de réunion, des lieux de rituels, de la même manière que nos églises sont entourées de cimetières aujourd'hui, par exemple. Pour les menhirs, alors là, la fonction est un peu plus difficile à déterminer. En fait, il y a eu énormément d'hypothèses, mais elles sont assez difficiles à vérifier. On pense qu'on est aussi dans le domaine du rituel, des croyances. Voilà. Et concrètement, jusqu'aux années 80, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on était à peu près incapable de vous dire à quoi ressemblait une maison au néolithique, par exemple. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs milliers de monuments connus qui documentaient le monde des morts. Donc on connaissait tout un pan de ces sociétés. Et par contre, le monde des vivants, les habitats, les modes de vie, etc., ça nous était complètement étranger, au point qu'on se demandait d'ailleurs s'ils construisaient vraiment des maisons en dur ou alors s'ils utilisaient que des maisons très légères, comme les tipis des Indiens, c'est-à-dire quelque chose qui laisse pratiquement pas de traces finalement. Donc on a dû attendre en fait le développement de l'archéologie préventive, voilà, qui a permis de décaper des sites sur des très grandes surfaces, plusieurs hectares parfois, pour mettre au jour les premiers bâtiments de cette période. Alors c'est encore assez timide aujourd'hui, hein, on compte les bâtiments, on a quelques dizaines de bâtiments connus alors qu'on a quelques milliers de monuments mégalithiques. Donc d'un point de vue statistique, il y a encore une disproportion importante, mais chaque découverte de bâtiment, elle est d'autant plus importante justement puisqu'elle permet de compenser ce différentiel. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du site du Palais, c'est la découverte de cette enceinte en fait, ce qui est quelque chose de très rare dans nos régions. Hein. J'en parlerai un petit peu plus loin, mais on connaissait en fait très peu d'enceintes dans l'ouest de la France, en particulier des enceintes aussi anciennes. Donc pour le néolithique en particulier, le site du Palais, il est daté du milieu du néolithique. Le néolithique en fait est découpé en plusieurs étapes, le néolithique ancien, le néolithique moyen, le néolithique récent et le néolithique final. Et le site du Palais, il est principalement occupé au néolithique moyen 1 et 2, donc c'est deux sous-périodes du néolithique. Hein. Désolé pour vous farcir la tête avec tous les découpages chronologiques, mais on est entre 4700 et on va dire 3600 avant Jésus-Christ, pour faire simple. Donc c'est plutôt le début du néolithique. Il y a plusieurs sites qui sont connus dans les environs. Alors évidemment, il y a les fils de menhir de Carnac, une partie des sites qui sont situés à Carnac, mais on en retrouve aussi jusque dans la presqu'île de Guérande, le pays de Ré. Voilà, tout ça, ça forme un continuum en fait qui est très dense en sites néolithiques. Donc la région en fait et les départements bretons, Loire-Atlantique, tout le centre-ouest, il y a une vraie concentration importante de sites, mais c'est souvent des sites funéraires, comme je vous disais, très peu d'habitats. Donc je vous ai mis un peu certains des monuments les plus connus, comme le tumulus Saint-Michel à Carnac. Voilà. Donc le tumulus est tellement gros qu'on a pu construire une église dessus au XVIe siècle. On a le menhir de Carloas à Ploarzel, donc c'est le plus grand menhir encore debout aujourd'hui en Bretagne. Évidemment les fils de menhir, il y en a plusieurs. Et puis aussi le mobilier découvert dans ces tumulus là, qui sont un peu plus anciens que les dolmens, qui sont en fait différents parce que les tumulus, si vous voulez, sont des structures fermées, c'est-à-dire qu'il y a une tombe.
on met une masse de terre par-dessus, mais on ne peut pas re-rentrer à l'intérieur. Alors que dans les dolmens, vous avez un couloir qui permet de rentrer et sortir. Donc ces tumulus-là sont les monuments les plus anciens, ils datent du néolithique moyen 1, et ils sont contemporains des menhirs. Et au néolithique moyen 2, hop, on commence à construire des structures type dolmen, donc concrètement des tombes avec un couloir et puis une chambre dans lesquelles on va pouvoir déposer les défunts. Voilà. Et donc ces structures sont souvent recouvertes voilà, d'un amas de pierres, alors plus ou moins grosses, c'est pour ça qu'on parle de mégalithisme, hein, mot à mot c'est des grosses pierres. Et donc il y a dans plusieurs communes aujourd'hui des complexes mégalithiques comme ça où il y a plusieurs types de monuments, ça a été agrandi, remanié, puisque le néolithique dure quand même plusieurs milliers d'années. Donc il y a toute une vie là-dessus. Encore une fois, je ferai le parallèle avec les monuments comme les églises ou les cathédrales. Hein. Ils sont là depuis un millénaire et puis ça a été agrandi, transformé, etc. Il faut imaginer que quand on parle du mégalithisme, il s'est passé exactement les mêmes choses sur la longue durée. Hein. Il y a des monuments qui peuvent être détruits, agrandis, transformés. Donc des choses qu'on commence à voilà, bien connaître. Hein. On a fait des typologies, des classements de tous ces monuments mégalithiques. Ils sont rangés chacun dans des cases. Ils ont fait l'objet de toute une série de datations, d'études pour les organiser dans le temps. Enfin bref. Par contre, comme je disais, le monde des vivants, c'est beaucoup moins bien connu. Et lors du diagnostic qui avait été réalisé par l'INRAP, si vous voulez, la petite surprise, ça avait été de ne pas voir finalement concrètement cette enceinte. C'est-à-dire que ça a été un peu la surprise pour nous quand on a commencé à décaper le site. L'enclos gaulois, il l'avait vu lors du diagnostic, donc on savait qu'on allait avoir un site gaulois. Ils avaient bien trouvé quelques vestiges un peu plus anciens sur le site, mais il n'y avait pas vraiment de preuve de l'existence de cette énorme enceinte finalement. Et donc ça a été un peu un challenge, on va dire. Parce que pour vous donner une idée, en fait, sur ce site, donc on a le fossé curviligne que vous voyez sur la gauche. Là, je vais me lever, je vais pouvoir vous le montrer. Je pense que ça va être plus simple. Donc en fait, l'enceinte néolithique, c'est cette ligne grise que vous voyez ici, là, qui monte, hop, et qui tourne tout en haut du site. Donc ça, ce sont les vestiges de l'époque néolithique. Ça correspond concrètement, en fait, c'est un fossé, tout simplement, un grand fossé. Qui mesure, alors sur la zone qu'on a fouillée, on a à peu près 200, alors là on avait mesuré 276 mètres de linéaire de fossé, en sachant qu'il fait à peu près 3 mètres de largeur et il peut descendre jusqu'à, là on avait 1,66 m de profondeur. Il faut bien imaginer que c'est un petit peu rasé aussi, hein, avec le temps on est sur des zones de plateau, donc on peut imaginer que c'était un peu plus profond et il faut restituer l'épaisseur de terre végétale qu'on a retirée avec la pelle mécanique. Donc imaginez un fossé qui faisait à peu près 2 mètres de profondeur à l'origine, c'est pas choquant. Donc ça fait quand même déjà un sacré fossé et surtout on n'a pas l'intégralité de l'enceinte. On n'a pu en fouiller qu'une partie sur le site et donc vraisemblablement l'enceinte en fait elle continue en dehors de la zone fouillée. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas les extrémités, on voit qu'il y a une petite tête de fossé tout en haut à gauche là qui démarre. Donc le site doit continuer en dehors de la zone qu'on a fouillée. Il était probablement bien plus grand à l'origine, il devait au moins couvrir probablement 4 ou 5 hectares. Donc quand vous voyez un fossé comme ça sur 4 ou 5 hectares, il faut imaginer déjà le volume de sédiments que ça fait, enfin l'effort à fournir pour creuser ce genre de structure. Alors en plus de cette enceinte, évidemment de ce fossé, on a nécessairement un talus puisque toutes les terres sont évacuées et permettent de former un monticule en arrière du fossé, ce qui va permettre d'augmenter en fait ses dimensions concrètement. Ça devient une structure beaucoup plus massive. Et on a en arrière du fossé un deuxième fossé beaucoup plus fin, une tranchée en fait, parfaitement parallèle, qui le suit sur toute sa longueur et qui devait servir à installer une palissade de poteaux plantés. Voilà. Donc on est vraiment sur un ouvrage massif et donc au moins à visée ostentatoire, peut-être même défensive. Et sur le tracé de cette enceinte, on a observé au moins 4 interruptions qui correspondent en fait à des entrées tout simplement pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Voilà. Donc elles ont des petites particularités pour certaines d'entre elles. Je vais y venir maintenant. Donc, ces entrées, on les appelle des entrées à antenne. On les a déjà observées sur d'autres sites archéologiques, notamment région centre. Et donc en fait, c'est concrètement comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez ici, donc je vous ai mis les coupes des fossés. Hein, vous voyez, c'est assez profond et les fossés ont été creusés vraiment en V. Donc il ne faut pas tomber dedans. De l'autre côté, vous pouvez voir ici. Donc en fait, on a le fossé qui est ici.
Ici, on a la tranchée avec la palissade et toutes les terres du fossé qui ont été creusées en fait sont versées ici et la palissade se situe à peu près au milieu du talus. Elle surmonte le talus, si vous voulez, le talus vient la bloquer en quelque sorte. Donc pour un fossé qui fait au moins 3 mètres, 3 mètres 50 à l'ouverture, avec le foisonnement des terres, vous avez nécessairement plus de volume de terre étalé. Donc en fait, le talus peut faire facilement 5 ou 6 mètres de large, si vous voulez, pour une hauteur de à peu près 1 à 2 mètres. Donc si vous rajoutez la palissade qui dépasse au-dessus nécessairement, en prenant une hypothèse, voilà, on imagine que ça dépasse seulement de 1 mètre, on peut facilement arriver à 3 mètres de hauteur. Et si on rajoute les 2 mètres de creusement, on a un dénivelé de 5 mètres à peu près. En sachant qu'on est au sommet, en fait, on est sur un point haut. Hein, l'enceinte est implantée vraiment sur une zone qui domine la rivière. Donc, comme je vous disais, on est sur quelque chose qui est visible de très loin, qui couvre une surface de 4 ou 5 hectares. Donc, ça fait quand même, c'est quand même assez impressionnant. Et surtout avec les moyens de l'époque, évidemment, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et donc, on a ces systèmes d'entrée, voilà, où ils viennent creuser des petites tranchées perpendiculaires avec de très gros poteaux ici. Et tout ça devait sûrement servir à aménager une sorte de porche au niveau de l'entrée. Voilà. Donc, ce qui rajoute un peu en complexité et ce qui permet aussi de, bah voilà, on a une sorte de goulot d'étranglement finalement, donc ça rend la zone plus facile à défendre. En plus de cette enceinte assez massive, on a trouvé d'autres structures archéologiques à l'intérieur. Alors, on a été un peu déçus parce qu'en fait, paradoxalement, la zone où on s'attendait à avoir peut-être des traces de bâtiments, c'était une zone où, d'un point de vue géologique, il y avait l'affleurement de boules de dolérite. Donc là, c'est de la pierre qui affleure naturellement, et quand vous passez dessus avec le godet de la pelle mécanique, vous arrachez en fait les pierres, et ça rend plus difficile la lecture. Les traces, en tout cas les vestiges archéologiques, sont plus difficiles à identifier. Donc on n'est pas tout à fait certain d'avoir vraiment des plans de bâtiments, en tout cas pour cette période. On a plusieurs fosses qui correspondent à des trous de poteaux qui sont alignés. Donc on a peut-être des angles de bâtiments. En tout cas, on a des aménagements, on a des traces de construction, mais on n'a pas vraiment des plans de bâtiments bien nets. Voilà, donc je vous montrerai un peu plus loin des plans de bâtiments trouvés sur d'autres sites archéologiques pour que vous puissiez un peu imaginer à quoi ça ressemblait. Mais malheureusement, sur le site ici, voilà, on sent que la zone sur laquelle ils ont dû construire leur bâtiment, en fait, elle a été implantée dans une zone très difficile à lire d'un point de vue géologique. Donc on n'aura pas des plans entiers, on a juste quelques poteaux qui sont alignés, qui forment une sorte de V. Juste ici, là, vous voyez, il y a une série de 3 ou 4 poteaux. En fait, il y en a 3 ici, il devait y en avoir un autre dans la fosse là. Là, il y a un retour, donc on a peut-être un angle de bâtiment, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et puis, en supplément donc, de ces aménagements, on a aussi ce qu'on appelle des structures à pierre chauffée. Donc concrètement, c'est des sortes de fosses dans lesquelles on retrouve des pierres qui ont chauffé. Plus trivialement, on appelle ça des foyers tout simplement, ou des fours, hein. Ce qui servait à faire cuire plusieurs choses. Donc c'est toujours assez difficile de déterminer exactement ce qui a été cuit, mais en tout cas on considère que ça peut avoir des fonctions soit domestiques, soit rituelles. Donc soit c'est le four pour faire la cuisine tout simplement, soit quand c'est des structures comme ça qui sont quand même assez grandes, ça peut être pour des repas communautaires par exemple. Alors après, évidemment, c'est toujours difficile d'aborder des questions relatives à pourquoi ils se réunissent, est-ce que c'est pour des raisons mémorielles, culturelles, religieuses, etc. Là, malheureusement, c'est très difficile de trancher. Mais en tout cas, on a plusieurs de ces foyers qui ont été retrouvés un peu partout sur le site. Voilà. Alors j'avais mis, je crois, des étoiles. Voilà, sur le plan, on a 3 petites étoiles rouges là qui correspondent aux endroits où on avait retrouvé donc les structures, ces foyers du néolithique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été implantés en fait dans le comblement du fossé. Alors ça, c'est assez bizarre. Ça veut dire qu'en fait, le site donc, a été construit évidemment, ils ont creusé les fossés. Naturellement, les fossés ont commencé à se reboucher, voilà, année après année, siècle après siècle. Et lorsque les fossés étaient pratiquement rebouchés, on vient creuser donc, ces foyers et ils sont datés en fait un peu plus récemment que l'enceinte en elle-même. L'enceinte, elle est creusée, alors voilà, on a fait toute une série de datations radiocarbone pour préciser les choses. L'enceinte, a priori, elle serait datée, d'après les objets trouvés à l'intérieur, au néolithique moyen 1, donc quelque part entre vraisemblablement 4700 et 4500 avant Jésus-Christ. Par contre, les autres structures, comme les foyers, certains trous de poteaux ou certaines fosses, voire la zone de bâti où on suppose
qu'on avait peut-être des bâtiments. C'est un peu plus récent à chaque fois. Et en fait, ça s'échelonne, donc ça va de 4200 à peu près jusqu'à 3600 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens ont continué à occuper le site sur la durée. Donc il y a moins de, voilà, c'est moins important, on va dire, en termes de surface, de volume, parce que c'est que quelques structures à chaque fois. Donc en fait, en termes d'effort, évidemment, c'est beaucoup moins impressionnant que le creusement de l'intégralité de l'enceinte. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une trace du site. Il était encore visible dans les siècles qui ont suivi, puisque les gens ont continué à venir, ils se sont installés, ils ont creusé des choses dans le comblement du fossé. Donc il y a une permanence de l'occupation humaine dans les siècles qui suivent, tout au long du néolithique moyen 2, donc voilà, entre 4200 et 3600 avant Jésus-Christ à peu près. Et en plus de cette enceinte donc des différents aménagements, on a évidemment aussi trouvé du mobilier. Donc du mobilier, c'est-à-dire des objets. Hein. Je fais un peu du jargon d'archéologue, excusez-moi. Mais dans ces objets, donc, ce qu'il y avait de plus fréquent pour le néolithique, c'était surtout la céramique. Donc la céramique, on a à peu près, voilà, on avait pas loin de 17 kilos de céramique, une cinquantaine de vases. Pour une période aussi ancienne dans la région, c'est quand même bien. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, sur des vestiges qui ont concrètement, donc on est vers 4600 avant Jésus-Christ, ça fait 6500 ans que c'est enterré. Donc la céramique, comme vous pouvez vous en douter, en fait, c'est des vases qui sont fragmentés, qui sont cassés, qui ont été jetés dans les fossés. En fait, les fossés ont fait un peu office de poubelle concrètement. Et nous, on est bien contents de fouiller les poubelles, voilà, 6000 ans après. Et donc c'est très intéressant puisque souvent la céramique, ça permet de dater le site archéologique, si vous voulez. Un vase qui est cassé, on le jette, et comme les vases souvent sont décorés, ils ont des formes particulières, en les comparant, on peut savoir de quand date le site archéologique. Est-ce que le vase il a été fabriqué avec un tour de potier ou pas, par exemple? Ça permet de savoir si on est dans le néolithique ou l'âge du bronze, ou alors si on est dans les périodes plus récentes. Et ensuite, s'il n'est pas tourné, bah voilà, quelle forme il va avoir. Donc, les vases qu'on a trouvés sur le site avaient tous des fonds arrondis. Et donc ça, en général, c'est soit le néolithique ancien, soit le néolithique moyen. Donc ça réduit encore la fenêtre de tir. Et ensuite, là, on a des décors avec des cordons ou des petits boutons, et ça, c'est classique du néolithique moyen 1. Donc c'est comme ça qu'on peut dire que le site date de cette période. Voilà. C'est en étudiant les objets, notamment alors la céramique est pas mal utilisée pour ça. Et c'est une céramique voilà, qui est retrouvée plutôt sur donc toute la vallée de la Loire, toute la vallée de la Seine. À cette époque, les gens font à peu près la même céramique, si vous voulez. C'est une mode assez commune, on va dire un très grand quart ou un tiers nord-ouest de la France, concrètement. En plus de la céramique, on a aussi de l'outillage en pierre. Donc voilà, c'est classique pour le néolithique. Environ 250 pièces. Donc, pour ce qui est de l'outillage en pierre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir d'où viennent les pierres en question, puisque ça peut être importé de plus ou moins loin. Donc là, on avait surtout du quartzite de Montbert, qui est une roche locale, et puis on avait aussi du silex en deuxième quantité, on va dire. Donc il y a deux types d'outils, en fait. Enfin, il y a ce qu'on appelle les déchets de taille à proprement parler, puis après ce qu'on appelle les produits de débitage. Donc, produits de débitage, c'est du jargon technique d'archéologue pour dire qu'en fait c'est tout ce qui a pu être des outils concrètement ou dérivés d'outils, fragments d'outils, voilà. Donc on retrouve des grattoirs qui sont des pièces qui servent à gratter en fait les peaux, si vous voulez, pour les récupérer. Donc on enlever la chair sur les peaux, puis ensuite réutiliser les peaux pour faire, je sais pas, des vêtements par exemple. On a donc les armatures tranchantes, en fait, concrètement, c'est des armatures de flèches. Ensuite, on a des objets indéterminés, mais qui sont des silex ou des objets en pierre taillée, mais qui ne peuvent pas être identifiés parce qu'ils sont fragmentés. On retrouve aussi, voilà, par exemple, il y a en numéro 6, donc l'objet en pierre à droite, alors pas la photo, mais juste avant, c'est un fragment de couteau, en fait, concrètement. Et donc la photo tout à droite, c'est les restes d'un polissoir, donc une pierre en fait qui servait à polir probablement peut-être des haches. Donc il faut les réaffûter de temps en temps, c'est comme tous les outils, voilà. Et concrètement, cet objet-là, il a été, lorsqu'il avait plus d'utilité, placé dans un des foyers comme pierre pour alimenter le foyer. Et en fait, il s'est fractionné sous l'action de la chaleur. Donc en fait, on retrouve l'objet brisé, mais mon collègue a réussi à remonter le puzzle pour montrer que c'était un polissoir. Donc sur cette partie, on va dire sur la première partie du site, un petit bilan. Donc on n'a pas encore rendu le rapport de la fouille avec Marine, mais on peut déjà quand même proposer quelques hypothèses interprétatives.
Moi, il y a des travaux qui m'ont beaucoup marqué. C'est des collègues britanniques dans les années 60-70 qui ont proposé de recréer en quelque sorte une enceinte, c'est-à-dire qu'ils ont recreusé une enceinte et ils ont essayé de voir justement le volume de terre que ça faisait, comment on faisait concrètement, est-ce que c'était difficile ou pas de creuser une enceinte. Et ils ont surtout fait quelque chose de très intéressant. Ils sont revenus sur le site tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour étudier en fait le comblement du fossé de l'enceinte. Et donc c'est très intéressant puisqu'au départ ils avaient fait un beau creusement un peu en V à fond plat, donc c'était très net. Ils avaient laissé une marche entre le talus et le fossé d'environ 1 mètre. Et en fait on s'aperçoit qu'avec les années, si vous voulez, les terres commencent à s'infiltrer dans le fossé et en fait c'est beaucoup moins net si vous voulez. On a l'impression que tout est en quelque sorte aplati, adouci progressivement, au point qu'au bout d'un moment en fait le fossé on le voit presque plus, il reste une rigole concrètement. Donc c'est assez intéressant et ça rend bien compte du fait que même si des fois sur le site on a l'impression qu'en fait c'est pas si impressionnant que ça, il faut prendre en compte les affres du temps et essayer de restituer le monument tel qu'il était à l'origine. Et donc des fois c'est effectivement quand on fait les calculs, quand on essaye de restituer le volume de terre, on se rend compte qu'on avait quelque chose de plus massif que ce qu'on imaginait à la base. Donc sur l'enceinte actuellement on essaye de préciser ça pour essayer de montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler une enceinte au néolithique. Pour ce qui est de la zone où on suppose avoir de l'habitat, je me suis permis de montrer quelques plans de bâtiments. Alors en fait, vous allez surtout voir des petits points noirs avec des traits, c'est normal. C'est comme ça qu'on le représente, nous, dans les rapports de fouilles archéologiques. Mais concrètement, l'idée, c'est que chacun de ces points, en fait, représente un calage de poteaux. C'est-à-dire que les maisons, à l'époque, sont construites principalement en bois et en torchis. Donc au lieu de creuser une grande dalle de fondation avec du béton comme nous on le ferait aujourd'hui, en fait ils se contentent de creuser des trous pour ancrer les poteaux dans le sol. Et donc nous ce qu'on retrouve effectivement quand on décape le site, c'est une série de tâches plus ou moins circulaires à distance plus ou moins équivalente, qui sont en fait les ancrages des poteaux qui supportent la charpente tout simplement. Donc là on peut avoir après toute une série de plans assez différents. À cette époque les bâtiments ont souvent des plans rectangulaires. Donc vous allez retrouver des séries de poteaux qui délimitent des bâtiments qui peuvent faire entre 10 et 20 mètres de longueur en général pour 5 à 8 mètres de largeur. Après ça peut être évidemment des fois plus grand ou plus petit. Mais on a notamment sur le site de Saint-Just, donc entre Rennes et Nantes, un habitat qui a été reconstitué comme ça sur un site de médiation donc, qui propose une vue, toiture en chaume, mur en torchis et poteaux en bois. Donc ça peut donner une image, ça peut être des fois pas très loin de la cabane, mais des fois ça peut être des bâtiments aussi très élaborés. On peut faire des choses très très bien en bois et en terre évidemment. Donc là encore une fois, on est dans des conjectures. Sur le site de Palais, je peux pas vous dire quel était le plan des bâtiments, ni même s'il y en avait, mais on a heureusement quelques sites fouillés dans les environs qui permettent de nous imaginer un peu à quoi pouvait ressembler une maison à cette période. Pour ce qui est des structures de combustion, c'est pareil. En fait, c'est quelque chose qu'on commence à rencontrer sur de plus en plus de sites archéologiques. Dans le nord-ouest de la France, on en trouve des fois des dizaines sur un même site. Donc ça va vraiment être, c'est vraiment quelque chose de très très fréquent dans les environs. On en trouvait beaucoup dans le secteur de Carnac. Maintenant, on en a beaucoup en Loire-Atlantique, sur toute la Bretagne. Et donc ça c'est pareil, c'est quand c'est des petits fours, on peut supposer que c'est domestique. Quand c'est des fours qui font 1, 2 mètres, 3 mètres de diamètre, évidemment c'est pas juste le four de cuisson pour Madame Michu et ses enfants. Là c'est vraiment des structures qui peuvent permettre de nourrir plusieurs personnes, des dizaines de personnes parfois. Donc on se doute bien qu'on est sur des zones de rassemblement, les gens devaient se réunir plusieurs fois dans l'année. Et souvent l'exemple qu'on utilise en archéologie, c'est le modèle des fours polynésiens. Qui fabriquaient ce genre de structure avec des pierres chauffantes, ils mettaient la nourriture et recouvraient de terre. Et en fait, ça faisait de la cuisson à l'étouffée, concrètement. Voilà. Et c'est vrai que les restes d'un four polynésien après utilisation, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve sur nos sites du néolithique. Donc c'est une image qu'on utilise souvent pour essayer d'imaginer à quoi ça pouvait servir à l'époque. Donc ce qui est très intéressant sur le site du Palais, c'est qu'on a documenté plein de choses qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer très souvent. Le fait d'avoir une enceinte très ancienne, puisqu'elle date du Néolithique moyen 1, en Loire-Atlantique, alors à ma connaissance, c'est la 3e qui est connue, c'est la 2e qui est étudiée, parce qu'en fait l'autre fouille s'est faite pratiquement en même temps. Et donc à l'époque, on avait un seul site sur la commune de Machecoul. Donc c'était un peu une exception, un ovni en fait, si vous voulez, dans l'ouest de la France. Maintenant, on en a 3.
Et on se rend compte que, voilà, pas très loin de Carnac, les gens étaient capables aussi de faire de très grands monuments. Pas seulement des menhirs, pas seulement des dolmens ou des tumulus, mais aussi des lieux d'habitation, a priori, voilà, qui couvrent 4 ou 5 hectares. Donc en fait, ils font pas du monumentalisme uniquement en pierre, en fait, ils le font aussi avec du bois ou de la terre. Et c'est des structures déjà assez élaborées. Donc en complément de ça, comme je vous l'ai dit, probablement des bâtiments et puis des structures de combustion. Donc c'est un ensemble assez complexe finalement. Et relativement nouveau dans la région. En tout cas, c'est un des plus gros sites de Loire-Atlantique pour cette période. Donc, quand on voit que ça n'avait pas été vu au diagnostic, on est bien content de l'avoir trouvé, voilà, de l'avoir trouvé à la fouille. Juste avant de repasser le micro à Marine, du coup, je fais un tout petit point parce qu'on a quand même quelques vestiges qui datent de la période suivante, donc après le néolithique. Si vous vous souvenez de la théorie des 3 âges, donc âge du bronze ensuite, entre environ 2500 et 800, on a aussi quelques vestiges de cette période sur le site. Alors c'est beaucoup plus fugace puisqu'en fait on a simplement un gobelet en céramique, donc un gobelet de style maritime, c'est le nom du style décoratif. Donc ce gobelet, il était retrouvé en fait dans le comblement du fossé d'enceinte. J'ai donc le gobelet du coup, puis il y avait aussi quelques fosses dans lesquelles on a trouvé de la céramique un peu plus récente. Donc en fait on a le tout début de l'âge du bronze et la toute fin de l'âge du bronze qui sont documentés sur le site archéologique. Le gobelet dit campaniforme maritime, il est daté entre 2500 et 2100 avant Jésus-Christ. Et les quelques tessons de céramique suivants, ah bah super. Donc les quelques tessons de céramique que vous voyez en bas à gauche, eux ils sont datés de la fin de l'âge du bronze, donc on est juste avant l'âge du fer. Et on a aussi un foyer, une structure de combustion en tout cas, qui date de la toute fin de l'âge du bronze aussi, qui n'est pas contemporaine des autres fours. Voilà, donc c'est des petits éléments comme ça éparpillés, découverts aux alentours du site, mais qui montrent qu'il y avait malgré tout toujours une occupation, on va dire, à cette période, bien que beaucoup plus fugace. Par contre, le site va connaître une troisième phase d'occupation, voilà, à partir de l'âge du fer. Donc du coup, je vais laisser Marine prendre la suite. Donc oui, moi je vais vous parler de l'âge du fer. Alors ce qui est intéressant sur le site du palais, vous voyez l'occupation gauloise, donc on est encore sur des systèmes fossoyés, hein, avec des systèmes d'enclos, donc ici plutôt de style quadrangulaire. Et l'occupation gauloise vient vraiment se poser sur l'enceinte néolithique. En fait, le fossé gaulois recoupe légèrement le fossé néolithique. Donc ça, c'est intéressant puisque ça signifie que lorsque l'enclos est créé, il y a quelque chose de visible dans le paysage encore, sans doute le talus de l'enceinte néolithique, donc on est quand même 4000 ans plus tard. Hein. Donc ils se sont vraiment installés tout contre, ce qui pose aussi une question, pourquoi ils ne se sont pas mis à l'intérieur de l'enceinte, hein, pour peut-être être plus protégés sur le promontoire. Non, ils sont restés à l'extérieur. Alors un petit rappel rapide sur la chronologie. Donc comme Quentin vous l'a montré, les archéologues aiment bien faire des divisions chronologiques dans des divisions chronologiques, etc. Donc je vais rester assez simple. L'âge du fer, donc c'est entre le 8e siècle jusqu'à la conquête romaine. Les divisé en 2 parties. Le premier âge du fer, ou Hallstatt, du nom d'un site archéologique, et donc c'est entre 800 et 500 à peu près. Et le second âge du fer, dit période lathénienne, d'un site qui s'appelle l'Athènes, entre donc 500 et la conquête romaine. L'occupation du palais se situe à la fin de l'âge du fer, donc on est ce qu'on appelle l'Athènes moyenne finale, donc à peu près entre le milieu du IIIe siècle et fin du 2e, début 1er, donc entre 250 si vous voulez, et moins 100 avant Jésus-Christ. Alors donc il s'agit d'un enclos de forme quadrangulaire légèrement trapézoïdale. Comme vous pouvez le voir, alors le fossé est un petit peu différent du fossé néolithique. Les Gaulois avaient l'habitude de creuser des fossés en V avec un fond en pointe, alors que le fossé néolithique était beaucoup plus évasé dans sa partie inférieure. On avait aussi un système probablement de talus, ici représenté par les petites hachures qui ne se voient pas,
Vous voyez, le fossé est doublé sur la façade nord-est et la façade sud-est. Pardon. Il y avait probablement un talus entre ces deux fossés et sur le reste aussi de l'enclos, même si le fossé n'est pas doublé. Donc, qui avait probablement une vocation, alors peut-être pas défensive, mais en tout cas, voilà, qui permettait de protéger, ne serait-ce qu'un petit peu des vents dominants, des choses comme ça, la partie habitat. On est sur un système très classique, là, pour le coup. Alors on parle souvent de fermes gauloises. À cette époque, on est toujours un petit peu sur ce même système d'enclos, souvent de forme quadrangulaire. Bon, suivant la taille, on a des sites plus ou moins, ça peut aller de la ferme à des sites plus aristocratiques, peut-être des centres de pouvoir plus importants. Au Palais, on est probablement voilà, sur une grosse ferme quand même. On est sur une superficie d'environ 2500 mètres carrés, avec là pour le coup plusieurs plans de bâtiments qui ont pu être mis au jour. Juste pour finir sur l'enclos à proprement dit, on a une seule interruption du fossé, donc vous voyez sur la façade nord-est, donc une seule entrée a priori. Oui, là, parce qu'on peut avoir des fois plusieurs entrées, mais ici a priori il n'y en a qu'une. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, donc, on a vraiment l'habitat à proprement dit, avec des maisons d'habitation, mais aussi probablement des annexes qui permettaient de stocker par exemple le grain, j'y reviendrai. Mais il faut imaginer aussi que ces fermes, évidemment, donc c'était des agriculteurs, hein, le domaine lié à cette ferme devait s'étendre et ça, on n'a pas de traces à proprement dites sur le site du Palais. Souvent sur d'autres sites, ce qui peut s'observer, c'est des traces de fossés parcellaires notamment, qui montrent une organisation du territoire autour d'une ferme à proprement dite. Ici, on n'a pas pu le voir. Alors, pour rendre les choses un tout petit peu plus visuelles, alors c'est pas le Palais hein, ici, c'est un site qui a été fouillé par l'INRAP à Cornu en Ille-et-Vilaine. Ça vous donne une petite illustration, voilà, un petit peu plus visuelle de ce qu'une ferme gauloise pouvait être, avec le fossé quadrangulaire, avec un petit talus qui protégeait les habitations, avec des bâtiments plus ou moins grands. Donc les grands bâtiments, on suppose évidemment que c'était plus lié à l'habitation. Et on a des tout petits bâtiments aussi, j'y reviendrai, sur 4 poteaux porteurs qu'on nomme traditionnellement des greniers, qui permettaient de stocker le grain, et qui a priori, l'hypothèse en tout cas, c'est qu'ils sont surélevés pour notamment éviter les rongeurs et les choses comme ça, quoi. Alors là, ça vous montre justement un petit zoom sur les plans de bâtiments. Donc, comme Quentin vous l'a expliqué tout à l'heure, nous, on observe seulement les empreintes des poteaux porteurs. À l'époque gauloise, on est toujours sur des architectures en bois et torchis. Pour le site du Palais, notamment, on a retrouvé des rejets de torchis qui servaient aux parois des bâtiments, où on retrouve les traces de clayonnage, parce que vous savez, le torchis, c'est un mélange de terre, de foin, qui est appliqué sur un clayonnage en bois, style osier, roseau. Et du coup, nous, on va retrouver ces éléments en terre cuite avec les traces de bois. Le bois n'existe plus, mais on a les traces du clayonnage. Donc, on a quelques exemples sur ce site. Concernant les plans, vous voyez le plus grand bâtiment qui est au fond de l'enclos, qui est un bâtiment sur 4 poteaux porteurs, qui est le plus grand. Alors, ce qu'il faut imaginer aussi, qu'on n'a pas trop les traces ici, c'est que les poteaux donc, servaient, on retrouve le plus souvent les poteaux porteurs du bâtiment, qui servaient à soutenir la charpente. Mais il faut imaginer que la paroi était, ce qu'on appelle paroi déportée, était un petit peu plus loin. Donc le bâtiment est quand même plus grand que ce qu'on voit là. Les parois déportées, des fois on a des traces, notamment avec des petites tranchées autour justement de ces poteaux. Là on n'en a pas. Donc c'est plus difficile de connaître la superficie finale vraiment du bâtiment.
Ce qui fait qu'on a vraiment là par exemple, je vous parlais des poteaux, des bâtiments sur 4 poteaux. Là, par exemple, on en a un là au milieu à droite. Donc c'est vraiment des tout petits bâtiments. Donc on se doute bien que ça, c'est pas des bâtiments d'habitation. Et ça, typiquement, c'est voilà ce que je vous disais tout à l'heure, des greniers surélevés qui servaient à stocker les grains. On a d'autres types de bâtiments. Alors là aussi, c'est un petit effort d'imagination sur 2 poteaux. Vous en voyez voilà, plutôt dans la partie haute de l'enclos. Donc ça, c'est sur le même principe. Hein. On a 2 poteaux qui supportent la charpente et probablement une paroi déportée qui là n'a pas été retrouvée. On a quand même sur le bâtiment qui est tout en haut à gauche, on a 2 petits poteaux qui ça sont assez caractéristiques justement de l'emplacement de l'entrée probablement du bâtiment. Donc ça, on ne l'invente pas comme ça en regardant cette ferme, c'est des plans de bâtiments qu'on va retrouver sur de nombreuses autres fouilles de fermes gauloises qui ressemblent à celle-ci. Donc c'est la multiplication en fait des fouilles qui permet d'affiner au fur et à mesure les méthodes un petit peu d'architecture employées à l'époque. Et ce qu'on constate, si on prend par exemple des exemples de fermes gauloises de la région, on va retrouver vraiment le même type d'architecture, ce qui montre aussi une homogénéité et qui témoigne quelque part comment dire, d'une structuration sociale aussi bien établie, puisqu'on est vraiment sur les mêmes types de fermes, les mêmes types de bâtiments. Alors, ici, vous avez des dessins, ça ne se voit pas très bien, de mobilier céramique. Donc, le mobilier céramique, c'est ce qu'on va retrouver en plus grande quantité, hein, comme pour la période néolithique. Alors, ça donne un aperçu, on a de tous les types voilà, de la vie quotidienne, c'est-à-dire on a de la vaisselle, on a des pots de stockage, plus ou moins gros. C'est vraiment voilà, ce qu'on va retrouver, ce qui est le plus caractéristique. On les retrouve essentiellement dans le sédiment des fossés d'enclos. Donc pareil, ça sert de poubelle en fait. Hein. On jette les pots cassés. On a retrouvé très peu de céramique, par exemple dans les comblements des trous de poteaux, ce qui paraît assez logique. Alors, il faut également savoir que à l'époque, il y a un biais en fait dû à la conservation des vestiges, c'est-à-dire que on utilisait probablement beaucoup de vaisselle en bois également, ou de la vannerie. Ça, on n'a aucune trace évidemment, c'est complètement désintégré dans l'acidité du sol de la région. Mais il faut imaginer voilà, que c'est un petit aperçu des ustensiles qu'ils pouvaient utiliser. Alors les autres types mobiliers, ça témoigne des activités qu'on pouvait trouver sur ce type d'établissement. Vous avez en haut à droite des pesons en terre cuite qui témoignent d'activités de tissage. La petite fusaïole aussi à gauche, pareil. Et en dessous, alors c'est pas très visible, c'est le mobilier en fer. On n'en a pas retrouvé beaucoup. On a retrouvé quelques fragments de fibules. Ouais, ça ne se voit pas très bien. Vous avez en fait la radiographie à côté. C'est les taches qui ne sont pas très visibles. Parce que nous, quand on retrouve les objets en fer, évidemment, c'est extrêmement corrodé. Le fer se corrode avec le temps. Et on les radiographie, ce qui permet d'avoir une image plus nette de l'objet en question. Des fois, on a juste un amas de fer, on ne sait pas ce que c'est, et on le passe en radiographie. Et là, on va avoir se dessiner... là, on a un fragment de couteau, par exemple, les fibules, ou voilà, un anneau d'amarrage également. Voilà, mais pas beaucoup de mobilier, ferreux. On a retrouvé également quelques scories en fer qui témoignent d'activités ponctuelles de forge. On n'a pas retrouvé de forge à proprement dite, juste quelques scories, mais on était sans doute voilà, sur une petite forge domestique qui permettait de réparer les objets du quotidien ponctuellement. On a retrouvé à l'intérieur d'un très gros trou de poteau en rocher des fragments également d'une sole perforée. Donc la sole, c'est un élément de four. Voilà. Là, vous avez une illustration en coupe d'un four. Alors là, c'est un four de potier. Je ne m'avancerai pas à dire que la sole perforée qu'on a retrouvée appartenait à un four de potier, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça a fonctionné. La sole, en fait, correspond au numéro 5 en coupe.
où là, dans le cadre d'un four de potier, on disposait les céramiques à cuire par-dessus. Il y avait un système d'alandier où on mettait on activait le foyer, ce qui permettait de cuire la céramique. Donc ça, c'est des éléments intéressants parce qu'on ne retrouve pas souvent. C'est pas des, enfin, on va retrouver des plaques, ce qu'on appelle des plaques foyères le plus souvent pour la période gauloise. Les sols perforés, c'est plus rare dans la région. C'est plus des choses qu'on va associer à des époques plus récentes comme le Moyen-Âge. Donc c'est plutôt intéressant comme exemple pour le palais. Donc je finirai juste pour la période gauloise en disant que les fermes gauloises en fait sont des occupations qu'on retrouve très souvent en archéologie préventive. Ce qui est intéressant justement ici, c'est le nombre, ce qui va permettre de faire des statistiques et de comprendre un petit peu mieux l'histoire de cette période en multipliant les sources. On sait pour le second âge du fer notamment qu'il y a une explosion des fermes gauloises au fin du 4e, 3e siècle, et ce jusqu'à la période gauloise, l'époque romaine, pardon. Donc, ce qui témoigne d'un contexte social favorable on est dans une période calme, quoi, je vais dire, jusqu'à la période romaine, alors qu'auparavant, justement, on a eu une déprise où on a vu beaucoup d'établissements au 5e siècle s'interrompre, s'arrêter. Donc on ne connaît pas la raison, mais probablement une crise sociétale. Mais malheureusement, voilà, sans source écrite à l'époque, on n'en sait pas plus, mais les sources archéologiques nous permettent un petit peu en multipliant les sources, d'affiner un petit peu cette histoire gauloise qui finalement est assez récente dans notre historiographie, parce que l'image du Gaulois a longtemps été utilisée à des fins, voilà, sous la Troisième République, c'était comment dire, très politisé, et finalement on connaissait très peu de choses réelles sur les Gaulois, et c'est véritablement l'archéologie ces 20-30 dernières années qui a permis de comprendre mieux ces sociétés, de voir à quel point elles étaient organisées, et du coup, voilà, en absence de sources historiques, les sources archéologiques nous renseignent vraiment énormément sur ces sociétés. Et je crois que c'est la dernière diapositive. Donc voilà, merci de votre attention. On a au palais deux belles occupations, l'une néolithique et l'une gauloise, qui viennent, comme je vous l'ai dit, rajouter un petit point sur la carte. Et qui font de fait avancer la recherche archéologique sur ces deux périodes. Voilà, je vous remercie. Alors il y avait un diaporama concernant les datations en carbone 14. J'étais surpris parce qu'en bas à droite, il y avait une datation, si je me rappelle bien, qui date de moins 6000. C'est très ancien, ça. Parce que vous aviez dit que la Gaule avait été occupée par les populations néolithiques agricoles à partir vers moins 5000. 5000, c'est ça, moins 5000. Et effectivement, la datation est plus ancienne. Alors c'est assez étrange parce que ça concerne la période antérieure, ce qu'on appelle le Mésolithique. Donc normalement, les populations du Mésolithique ne sont pas par définition des agriculteurs. Et c'est vrai que pour l'instant on ne se l'explique pas. Alors il peut y avoir des erreurs lorsqu'on fait des datations au carbone 14 parce qu'en fait on prélève un échantillon qui techniquement contient du carbone. Donc, très souvent c'est du charbon de bois hein, tout simplement, mais ça peut être de l'os par exemple, ça peut être des coquilles de noisettes, ce genre de choses. Et dans le cas présent, on essaye de faire attention tout le temps à l'endroit où on trouve le charbon de bois, puisqu'on peut imaginer que sur les temps longs, il y ait des perturbations, notamment les animaux fouisseurs, par exemple, peuvent déplacer la terre. Alors vous dites, bon, voilà une taupe qui passe, le hasard, c'est quand même très rare, mais en 6000 ans, il peut y en avoir des taupes à passer dans les creusets des galeries, comme tous les autres animaux fouisseurs. Et ponctuellement, on a des datations qui donnent des résultats, entre guillemets, incohérents. En tout cas, c'est vrai que cette datation, pour le moment, on considère qu'elle est trop ancienne, elle est incohérente et
moi, j'aurais tendance à l'écarter de l'analyse pour le moment, puisqu'on n'a pas de raison d'imaginer une enceinte mésolithique sur le site. On n'a pas de preuve de construction de ce type-là à cette période. En tout cas, c'est très exceptionnel. Voilà. Donc là, de mon point de vue, on a montré toutes les datations par mesure d'objectivité, on va dire. Mais il peut toujours y avoir une erreur statistique quand on fait une datation, parce que des fois, l'échantillon, en fait, il est en quelque sorte contaminé ou pollué. Donc, je pense qu'on est dans ce cas de figure. Et pour tout vous dire, on a même relancé de nouvelles datations. On a fait 3 datations supplémentaires avec un autre laboratoire, mais on attend encore les résultats. Donc ça devrait nous permettre de savoir justement si, voilà, si c'est juste une erreur statistique ou s'il y aura des suites à donner à cette histoire-là. Ça, voilà, c'est quelque chose, quand on fait beaucoup de datations, on a tout le temps, des fois, 1 ou 2 datations qui donnent des résultats incohérents parce que ça peut être, même si on essaye de faire très attention à l'endroit où on prélève les charbons, il n'y a pas de risque zéro, si vous voulez, dans cet exercice. Donc voilà. Donc effectivement, ça, je me l'explique pas trop. En plus, quand c'est dans le fossé, ça arrive. Les fossés, c'est très grand, ça peut capter des terres, des sédiments qui viennent de partout. Donc vous pouvez avoir des mélanges. Les trous de poteaux, c'est plus étonnant, mais ça peut arriver aussi. Merci. La seconde question, c'est la dernière. C'est aussi bien pour l'occupation néolithique gauloise. Est-ce que vous avez pu voir à partir des types de poterie des signes de commerce avec d'autres parties de la région? Pour la période gauloise, alors si vous voulez, dans l'étude des poteries comme ça, on va avoir une partie qui va être très locale. Des types de poteries qu'on va retrouver sur des sites justement, comment dire, proches. Donc, et puis on a aussi des sites, des types de poteries inédits, propres à l'occupation. Donc, du coup, probablement un potier local. Mais on a aussi des commerces à une échelle un petit peu plus grande, à l'échelle de la région. Mais là, il faut tomber sur les sites de potiers. Donc, ce qui est plus... là, il faut avoir plus de chance, on va dire. Donc, ici, pour avoir fouillé, enfin, avoir participé à une fouille à Aigrefeuille-sur-Maine, par exemple, on avait aussi une occupation gauloise du même type. On retrouve beaucoup d'analogies entre ces 2 occupations au niveau de la céramique. À une échelle beaucoup plus grande, à l'époque gauloise, on va retrouver aussi des exemples d'importation gréco-romaine. Donc là, ça témoigne d'un commerce beaucoup plus large. Et c'est très courant, notamment sur la fin de la période gauloise. Il y a beaucoup d'échanges avant la conquête. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Méditerranée aussi. Donc ça, c'est des choses, même en Bretagne, on retrouve souvent. Et là, je crois que c'est à peu près 10% du corpus céramique, c'est de l'importation gréco-romaine. Voilà. Et pour l'époque néolithique Pour le néolithique, du coup, alors du point de vue de la céramique, on est sur un style qu'on appelle, alors je rappelle, comme on n'a pas de texte, on ne connaît évidemment pas le nom des populations du néolithique, contrairement aux populations gauloises par exemple. Mais du coup, la solution qu'on a trouvée en archéologie, c'est souvent de nommer les styles de céramique ou les plans des sites archéologiques, les types de sites archéologiques, en fonction du site archéologique de référence. Nous, on appelle ça des cultures archéologiques. C'est un outil d'archéologue pour penser. En fait, c'est des regroupements de sites archéologiques qui partagent des points communs. Voilà. Et donc, pour le néolithique, à cette période, au début du néolithique moyen, on est dans ce qu'on appelle le style Cerny-Chambon ancien. Donc, en fait, les styles de Cerny et de Chambon, ce sont 2 sites archéologiques très connus pour le néolithique moyen 1. Le Cerny, c'est de la céramique qu'on retrouve surtout dans la vallée de la Seine. Et le Chambon, c'est de la céramique qu'on retrouve surtout dans la vallée de la Loire. Et à cette époque-là, au début du néolithique moyen 1, les 2 styles céramiques sont pratiquement identiques, très difficiles à distinguer. Et dans les siècles qui vont suivre, ce paysage va un peu se fragmenter, va se couper en 2, puis ensuite en plus que ça encore. Et au néolithique moyen 2, en fait, il y aura plusieurs styles, plutôt à l'échelle d'une région française, on va dire. Mais pour la période qui nous intéresse, concrètement, on a surtout des relations avec... on va dire que c'est un style qui est assez homogène sur les régions centre, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie. On pourrait même rajouter l'Île-de-France. Les céramiques sont un peu partout les mêmes. Et si on veut faire aller un petit peu plus loin dans la comparaison, on retrouve quand même... on est dans un style assez local. Donc on va dire que le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, et puis les relations avec la région centre aussi, sont vraiment les plus fortes, on va dire. En particulier, c'est les décors de cordon qu'on va retrouver sur les vases qui sont vraiment... classique de toutes ces relations. En fait, c'est l'axe de la Loire, c'est un axe économique vital à l'époque. Voilà.
Et du coup, la majorité des relations du point de vue de la céramique se font sur cet axe-là. Voilà pour la céramique. Et pour le lithique, ça a l'air vraiment d'être des objets en pierre locaux. L'approvisionnement se fait très très proche. Ou alors, encore une fois, c'est des silex qui probablement peuvent venir soit peut-être de bord de mer, soit enfin, des silex retrouvés à proximité des cours d'eau. Et donc, ça vient pas de très très loin non plus, a priori. Pour ça. Et on n'avait pas vraiment d'autres mobiliers. On n'a pas de mobilier en os, par exemple, sur le site, puisque l'os, malheureusement, se conserve très mal sur le massif armoricain, parce que le sol est assez acide, donc ça dissout les ossements. Donc là-dessus, pas d'informations. Voilà. Concernant le néolithique, avez-vous trouvé des haches, par exemple, en dolérite de Pucélien, non? Pour le mobilier lithique, alors j'avais regardé l'étude de mon collègue, mais Je ne crois pas qu'il y ait eu de hache. il ne me semble pas qu'il y ait eu de hache. Ils avaient retrouvé un fragment de hache lors du diagnostic. Il vient d'ailleurs d'un des foyers qu'on a fouillé ensuite, mais c'est le seul, un des seuls fragments de hache qu'on ait pu identifier sur le site. Mais il me semble par contre qu'il y avait eu des prospections pédestres réalisées dans la parcelle, enfin dans les parcelles voisines, dans les vignes donc à l'est du site. Et là, il y avait un peu de mobilier lithique. Moi, je ne connais pas le détail des découvertes, mais malheureusement, on a très peu de fragments de hache, quoi. Avez-vous trouvé également, concernant la quartz arménite de Montbert, des nucléus de taille? Pour le nucléus, je crois que j'ai mis. Je suis pas sûr on ait des traces de nucléus. Il venait carrément avec l'outil qui était déjà taillé, quoi. A priori, ouais, c'est plus ouais, c'est déjà des outils qui sont bien dégrossis, on va dire. Bonsoir. Est-ce que vous avez trouvé des traces d'animaux, savoir ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'il y avait de la pêche quelque part Comme disait mon collègue, en fait, les ossements, qu'ils soient humains ou animaux, ne sont pas conservés ici. Ça, c'est une des caractéristiques de l'ouest de la France, c'est qu'il faut des contextes assez particuliers pour conserver les ossements, qu'ils soient animaux ou humains. Du coup, c'est très rare. On peut retrouver des fois des dents d'animaux, parce que les dents vont se conserver un petit peu mieux. Il me semble sur ce site qu'on a retrouvé quelques dents, je crois, de bovins, si je me rappelle bien, donc c'est un peu loin. Mais voilà, c'est contrairement à des sites dans d'autres régions où là on peut avoir des zones de dépôt, de rejet d'ossements, ce qui permet d'avoir des études très intéressantes effectivement sur les consommations qui se faisaient à l'époque. Ici, on a très peu de chances de retrouver les vestiges, sauf cas exceptionnels, par exemple avec les amas coquilles, les choses comme ça pour les périodes anciennes qui peuvent conserver, ou quand les os sont brûlés, extrêmement brûlés. Donc, par exemple pour les ossements humains, quand on a des incinérations, parce que notamment à l'époque gauloise, on brûlait les morts. Donc là, on va retrouver les esquidoses humaines conservées. Mais par contre, voilà, tout ce qui est inhumation, en Bretagne, Pays de la Loire, on va retrouver des tombes vides, en fait, par exemple. Et pour la faune et les ossements animaux, on ne retrouve pas. Parce que vous parliez de ferme, etc. Donc oui. On peut supposer qu'il y avait de l'élevage. C'est un des biais, effectivement, de la recherche archéologique dans la région. Il nous manque tout un pan le plus souvent. Rajouter quelque chose? Juste pour rajouter, on peut quand même avoir des fois des traces un peu indirectes. Je pense aux céramiques. On peut faire des analyses chimiques sur le contenu des céramiques. Et des fois, ça nous donne des indications sur ce qui était cuisiné. Donc, c'est encore en développement aujourd'hui. Donc, on gagne en précision. On ne pourra pas vous dire s'ils ont fait un tartare de bœuf. Voilà, c'est plutôt du type, oui, voilà. C'est plutôt du type produits laitiers, par exemple. Ou alors... Vin. Vin aussi, on peut identifier. Donc les graisses animales, voilà. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc on n'est pas vraiment au niveau de la recette de cuisine et c'est assez difficile par exemple, quand on dit graisse animale, de distinguer des fois les types d'animaux exactement qu'on peut consommer. C'est encore en développement. Ça a connu des beaux progrès quand même ces dernières années, mais il reste encore pas mal de chemin à faire. Donc même si voilà, on essaye de compenser en fait le fait qu'on n'ait pas les ossements
en développant de nouvelles méthodes d'analyse. Les restes carpologiques aussi. Oui, il y a aussi ça aussi. Ouais. Il y a aussi, on peut faire des prélèvements de sédiments dans lesquels on va retrouver des pollens, des graines, et donc ça peut nous renseigner sur les céréales. Voilà. Donc on peut savoir, en tout cas pour tout ce qui est végétal, on peut avoir des indications de ce qui était cultivé, consommé sur le site. Mais par contre, pour ce qui est de la viande, par exemple, là c'est plus compliqué. Effectivement, il faudrait les ossements concrètement, ou alors il faudrait des analyses, il faudra attendre que les analyses chimiques soient beaucoup plus développées sur la céramique pour nous aider à trancher. Vous parlez d'un site important. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes qui vivaient sur le site? Ou nous donner une idée? Est-ce qu'ils étaient 20? Est-ce qu'ils étaient 500? Est-ce que... Pour l'occupation? Oui, les deux, puisque vous êtes là tous les deux en profiter. Pour le néolithique, c'est très difficile de le déterminer. Je ne pourrais même pas vous donner une fourchette. Voilà, avec une enceinte de 4 ou 5 hectares, on imagine qu'il peut y avoir un petit peu de monde quand même. Et pour vous donner une fourchette, comme on ne sait pas déjà combien il y avait de bâtiments, c'est très difficile à estimer. Et même pour la construction des enceintes, on n'a pas encore fait beaucoup de travaux comparatifs entre les enceintes. En fait, si on arrive à estimer le nombre de jours de travail, par exemple, on pourrait essayer de avoir une idée du nombre de personnes qui ont construit l'enceinte. C'est faisable. Pour le nombre de personnes qui ont vécu, c'est pas forcément la même chose, évidemment, parce que les gens peuvent venir de plus loin pour construire. Là aussi, c'est difficile. Il faudrait avoir une idée du nombre de bâtiments. Le problème, c'est que comme les bâtiments ne sont pas très bien conservés, il est possible que le site, s'il y a un endroit, il y a 10 cm de plus d'arasement, on ne trouve plus du tout les bâtiments. Et donc, en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a 4 ou 5 bâtiments, alors qu'en réalité, il y en avait 40. Donc, pour nous, c'est très difficile d'estimer. On est probablement sur l'ordre de la communauté villageoise, mais alors après, en termes de quantité d'individus, je serais incapable de préciser, même de vous dire si le site il est occupé vraiment à l'année ou si c'est un lieu de... Il y a des gens qui pensent que les enceintes c'est une sorte de place de commerce, si vous voulez, donc des lieux en fait où les gens viennent pour des rassemblements comme ça à certains moments de l'année pour organiser des sortes de foires, ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui vous diront que c'est des sites un peu des sortes de proto-villages. Donc les opinions sont toutes les deux peuvent être défendues toutes les deux en fait concrètement, parce qu'on n'a pas assez d'arguments pour trancher en faveur de l'une ou de l'autre. Donc c'est très conjectural pour le néolithique. Pour la période gauloise, je sais qu'il y a des études qui ont été faites justement à base de statistiques un petit peu pour essayer de donner des clés de compréhension sur ce type d'occupation. Alors j'ai plus en tête, je vous avoue, les résultats. Au Palais, vu la taille, je pense qu'on est sur une grosse unité familiale, si c'est compliqué, puisque on n'a pas les mêmes critères familiaux aujourd'hui qu'à l'époque, j'imagine. On était surtout sans doute sur des familles étendues. Je pense qu'au Palais, ça devait être le cas. Hein. C'est pas non plus une très grosse ferme. Des fois, on a des sites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus aristocratiques, où là, on peut imaginer des choses plus importantes. Mais après, c'est toute la différence entre un site type ferme et puis un début pareil. Mon collègue parlait de proto-village. Ça, c'est pas toujours facile à déterminer également, quoi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'éléments très précis là à vous dire sur la question. Mais je sais qu'il y a des chercheurs qui étudient ça justement, mais là, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, c'est une découverte plutôt remarquable, hein, si je vous ai bien écouté. Est-ce à dire qu'au Palais, avant tout aménagement, on sera plus vigilant qu'ailleurs ou qu'avant cette découverte-là, au niveau des fouilles préventives? Je ne sais pas trop comment vous répondre. Le site est très intéressant, exceptionnel, mais en tout cas, la période néolithique, effectivement, c'est peu courant d'avoir des enceintes comme ça dans le cadre de l'archéologie préventive. Les fermes gauloises, je vous l'ai dit, ça c'est très courant. C'est pas propre à la région. Je sais qu'autour de Rennes, par exemple, il a été étudié, vu qu'on a des fermes gauloises à peu près tous les 500 mètres autour de Rennes. Donc imaginez le maillage que c'est. Donc, et de manière globale, en France, la France, il y a des humains qui parcourent ces terres depuis quelques millénaires.
Il faut imaginer que dans nos champs, potentiellement, oui, il peut y avoir des vestiges archéologiques, c'est assez courant. Après, voilà, on est sur des vestiges qui se fouillent relativement vite. Nous, le contexte de l'époque était particulier, mais ce genre de site, en 2 mois, voilà, ça bloque 2 mois, entre guillemets, l'aménagement. Et si c'est bien fait, c'est bien pris en amont de l'aménagement, tout ça. Donc ça ne pénalise pas trop la suite des projets, sauf cas exceptionnel. Ben voilà. Ah, pardon. Oui, oui, oui. Non, après, voilà, comme je vous l'ai dit, en France, on a quand même de la chance d'avoir un système légal intéressant à ce sujet-là, et on a quand même la chance, enfin, mon avis peut-être un peu biaisé, mais de pouvoir faire des fouilles avant les aménagements, puisque avant on appelait ça de l'archéologie de sauvetage. Là, l'idée, c'est vraiment de récolter les données pour pouvoir après les conserver d'une certaine façon, même si on ne conserve pas les vestiges. Donc, c'est un domaine assez dynamique. Il y a quand même, ces 20 dernières années, voilà, il y a beaucoup plus de fouilles qu'auparavant. Enfin, en tout cas, c'est mieux encadré. Et après, voilà, donc on peut passer des fois à côté. Des fois, il y a des sites qui passent à côté, mais bon, ça, c'est les rouages administratifs, des fois, qui flanchent. Tu veux répondre? Non. Oui, non, mais juste pour ajouter, effectivement, l'enceinte néolithique, par exemple, elle continue. Enfin, c'est sûr que nous, on a trouvé un quart de cercle, elle ne s'arrête pas à la limite de la fouille. L'enceinte, elle devait continuer son tracé. Voilà, nous, on pense que ça devait à peu près aller jusqu'à la Sèvre, puisque faire une enceinte qui n'est pas fermée, l'intérêt est quand même limité. Donc après, le reste du tracé, il est hypothétique, évidemment, mais après, s'il y a d'autres constructions, effectivement, maintenant qu'on sait que l'enceinte est là, peut-être que... après, tout est construit. Oui, voilà, voilà. Donc, il y a plus trop pour de le risques, coup... voilà. Donc, évidemment, c'est la dernière parcelle construite où on a trouvé le site, mais il devait y avoir des vestiges avant. Après, évidemment, il y a 20, 30, 40, 50 ans, on n'avait pas on faisait pas forcément autant attention aux vestiges archéologiques aussi. Donc, et c'est un peu pour ça que l'archéologie préventive s'est développée, c'est que les gens commençaient à se rendre compte près de chez eux que des fois, il y avait des vestiges qui disparaissaient sous les chenilles des tractopelles. Donc maintenant, on essaye de faire attention, et en fait, toute la question, c'est de savoir où on fixe la limite sur est-ce qu'on fouille ou pas. Parce que très souvent, il y a un tout petit peu de vestiges, mais c'est pas forcément suffisant pour bloquer un chantier, faire une fouille. Donc toute la question, en fait, c'est une question d'expertise. Finalement, il y a des gens dans les services régionaux de l'archéologie qui tiennent des cartes à jour de toutes les découvertes. Et c'est eux qui décident si on doit faire, par exemple, un diagnostic ou pas. Donc évidemment, plus il y a de sites connus, plus il y a de chances de prescrire un diagnostic dans une région. Vous imaginez bien que si quelqu'un veut construire une maison à Carnac, par exemple, il y a tellement de sites connus à Carnac que tout de suite, il y a des chances qu'il y ait un diagnostic. Dans une région où il n'y a rien ou très peu de choses de connues, finalement... c'est la superficie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien, on part du principe qu'il n'y a peut-être pas grand-chose, donc on ne va pas nécessairement prescrire, puisque... Voilà. Donc oui, il peut y avoir un effet d'entraînement, effectivement, quand on sait qu'il y a des vestiges, forcément, on est un peu plus attentif. Après, c'est les services régionaux de l'archéologie qui arbitrent tout ça. Voilà. J'aurais répondu à une question à vous poser là, concernant la question précédente. Il y a certains aménageurs, peut-être moins maintenant, mais autrefois, ils pouvaient trouver des choses et ils se dépêchaient de passer le bulldozer et d'enterrer ce qu'ils avaient découvert. Et par contre, j'aurais une question à vous poser. Là, avez-vous découvert des meules, par exemple, comme avec Grofeuille et des monnaies? Des meules, il me semble, pour que la période gauloise, il me semble qu'on avait un fragment. Je crois que oui. C'est très régulièrement, effectivement, qu'on trouve des fragments de meules. Après, c'est aussi des pierres qui sont souvent récupérées dans les périodes précédentes, dans les périodes suivantes, pardon, parce que c'est des pierres taillées. C'est courant de retrouver des meules anciennes dans des murs de l'époque médiévale, par exemple, des choses comme ça. Donc là, on n'en a pas trouvé énormément. Pour le néolithique, non, je ne crois pas. Et pour les monnaies, non, malheureusement, on n'en a pas trouvé. Après, pour la période néolithique, déjà, voilà, la question est vite réglée, il n'y en avait pas. Pour la période gauloise, sur la fin de la période gauloise, effectivement, on peut en trouver.
Là, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on est vraiment sur un site rural où la monnaie, on va peut-être plus la retrouver sur des sites à proximité de centres un peu plus urbains, on va dire. Après, ça peut arriver, hein, mais là, pour le coup, non. Voilà. C'est plus après la période antique où là, c'est des vestiges plus courants. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. Est-ce qu'on avait une idée du niveau de la Sèvre à l'époque du néolithique et de l'âge du fer? Alors, je vous avoue que moi, je ne sais pas trop. Je ne pense pas que ça soit forcément très très différent d'aujourd'hui. Vous voyez, d'ailleurs sur la carte, on voit finalement la Sèvre aujourd'hui, mais on voit aussi le bassin un petit peu que ça prenait. Donc, je vous avoue que je ne sais pas. Après, le site est quand même bien en hauteur, donc je pense que ça ne fait pas trop de différence en fait avec aujourd'hui, hein. On est vraiment sur un site de hauteur avec vraiment justement une vue. Là, vous voyez, on a une vue vers l'ouest et aussi vers le sud. Donc, on est vraiment sur une position privilégiée. Mais oui, là, j'aurais pas plus de précision sur la hauteur. Je crois pas que ça ait forcément beaucoup varié. En tout cas, à l'époque gauloise, entre l'époque gauloise et aujourd'hui, je pense pas que ça ait beaucoup varié. Le néolithique, peut-être un peu, mais je pense pas énormément. Je vais répondre un petit peu à côté, mais en fait, je peux vous dire en tout cas que sur le bord de mer, le trait de côte que nous, on connaît aujourd'hui, c'est fixé à peu près au début de l'âge du bronze. Donc, entre 2500 et 2000, le niveau de la mer, il n'a pas trop bougé par rapport à aujourd'hui. Alors, pour les rivières, honnêtement, je ne sais pas. Après, par contre, au début du néolithique, le niveau de la mer était plus bas, de quelques mètres, 4 ou 5 mètres, et en fait, il est remonté progressivement. Donc, on sait que certains archipels étaient composés d'une seule grosse île. Par exemple, les archipels de Molène, l'archipel de Molène, par exemple, au départ, c'était plutôt une seule grosse île. Le golfe du Morbihan, c'était pas un golfe en fait, c'était juste un méandre avec 2 ou 3 rivières tout simplement. Et le niveau de la mer est remonté, donc Molène s'est fragmenté en un archipel. Le golfe du Morbihan, c'est devenu effectivement un vrai golfe, en noyé avec toute une série d'îles. Mais par contre, effectivement, pour les zones plus continentales, les rivières, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Honnêtement, il faudrait qu'on demande à des collègues, parce qu'on a des collègues spécialisés un peu plus dans ces domaines qui sont géologues de formation. Mais là, je ne serais pas capable de vous répondre. C'est intéressant. Moi, je m'interrogeais un petit peu sur le futur du mobilier que vous trouvez. En fait, qu'est-ce qui lui arrive après? Où il va? Est-ce qu'il est conservé, montré directement? Qui le récupère? Alors, nous, on garde le mobilier pour l'étude, faire le temps de faire le rapport, etc. Donc, on peut le conserver en moyenne à peu près 2 ans. À terme, il est versé à l'État, en fait. Donc, c'est les services régionaux de l'archéologie qui vont récupérer le mobilier et, dans la majorité des cas, il va dans les dépôts de fouilles. Voilà, tout simplement, où le mobilier est rangé dans des caisses, etc. Et ce qui permet, si jamais il y a besoin, de revenir étudier le mobilier 10 ans, 20 ans, 30 ans après, parce que des fois on ne sait jamais, on peut faire d'autres découvertes qui vont nécessiter de revenir sur des fouilles anciennes. Dans certains cas, après, si vraiment il y a des pièces intéressantes, ça peut finir dans des musées, évidemment. Tout ça dépend effectivement des découvertes, puis de l'intérêt des musées aussi. Donc c'est assez variable. Mais la plupart du temps, le mobilier, il est conservé dans les dépôts de fouilles. Et ponctuellement, il peut finir dans les musées, en tout cas quelques pièces. Par curiosité, quand effectivement vous avez des fouilles comme ça qui peuvent révéler en tout cas un intérêt comme vous l'avez dit, est-ce que vous prévoyez des fois de garder un petit peu un tronçon, donc là qui ne servirait pas à l'aménagement, mais en tout cas qui permettrait même aux populations futures de voir effectivement ce qu'il y avait sur ce site? S'il y a des choses qui varient du projet initial, c'est pas nous en tant qu'archéologues qui allons décider, c'est vraiment les services de l'État. Par exemple, si on fait une découverte exceptionnelle, imprévue, qui mériterait d'être conservée, l'État peut choisir de mettre ce qu'on appelle en réserve archéologique une partie du site ou un site, voilà. Ça reste assez rare quand même, parce que surtout dans les contextes comme ça, ruraux, on n'a pas de vestiges, qui méritent d'être conservés. Hein. Des structures en creux comme ça, c'est pas très, ça se conserve pas bien, c'est pas très visuel aussi pour les gens.
Donc il n'y en a pas d'intérêt, mais par exemple pour des sites en milieu urbain notamment, où on va retrouver des vestiges, comment dire, plus jolis, si on veut, mais je ne sais pas, où, par exemple je pense à des mosaïques romaines. Si on trouvait une mosaïque romaine en Bretagne, je pense qu'il y aurait des choses peut-être qui seraient faites. Après ça dépend beaucoup des aménagements prévus, des choses comme ça. Et dans tous les cas, c'est le service régional d'archéologie qui prendra la décision. Donc voilà. Mais voilà, c'est quand même relativement rare, le but n'étant pas de stopper les aménagements, enfin un certain compromis aussi. Donc voilà.